les gens de Carnac ont toujours pêché dans la Dordogne. Et quand la pêche a été réglementée, pour eux, il n'y avait pas de limite. Même avec la réglementation, quand la pêche était fermée, ils allaient quand même à la pêche. Il y a toujours eu des braconniers à Carnac. Oh, oui. Comment voulais-tu qu'il en soit autrement? D'abord, on mangeait beaucoup de poissons. Oui. Depuis les temps immémoriaux. On mangeait, chez moi, on mangeait du poisson 3 ou 4 fois par semaine, toute l'année. Parce que mes grands-parents étaient... j'avais un grand-père qui jetait l'épervier. Alors, on lui disait, va t'en faire un coup d'épervier. Et il revenait avec le repas. Alors justement, quels étaient les poissons qu'il y avait à ce moment-là? Depuis l'origine, il y a toujours eu des salmonidés. Mmh. Il y avait sûrement du barbeau. Oui. Et il y avait aussi des perches. Mais il y avait surtout des cyprinidés. Vandoises, parce que c'est la même espèce, que ce soit le cabot, lacé, ou ce qu'on appelle le mulet ici, le hotu. C'est la même espèce de poisson. Ce sont des cyprinidés. Et ça, il y en avait à des quantités astronomiques. On en prenait tant qu'on voulait. Et il y avait du goujon. Le goujon, ah oui, ça c'était la friture de choix, oui. Bien sûr. Mais enfin, on en prenait moins parce que les acées, la vandoise, quand elle frayait, étaient arrêtées par la digue là-haut. D'ailleurs, la digue, c'était une peissière. À l'origine, on ne disait pas digue, on disait poichière. La poichière, c'était une pêcherie. Alors, ceux qui avaient construit la peissière laissaient une place pour mettre une énorme nasse et ils pêchaient. Voilà. Bon. Elle ne servait pas. Alors, plus tard, là, il y en avait toujours. C'était quelque chose d'incroyable. Il y avait 9 familles à Carnac qui vivaient de la pêche. Et au moment du frais, la nuit, ils allaient sous la digue là-haut, et avec l'épervier, Choïla Boulourou, ça veut dire, ils couvraient l'endroit où frayaient des aciers. Il fallait qu'ils se mettent à deux pour remonter l'épervier dans le bateau. Alors ils allaient sur le pré, de l'autre côté, décharnir l'épervier, enlever les poissons, et pendant ce temps, les autres, chacun à leur tour, ils allaient faire la même opération. Et le lendemain, ceux qui avaient une carriole, un âne ou un cheval, partaient vendre le poisson. D'autres, c'était les femmes qui allaient le vendre avec un panier sur la tête. La dernière qui a fait ça, c'est Élise Fey. Les femmes portaient beaucoup sur la tête. Elles ont l'eau. Les gens de Carnac allaient puiser l'eau à boire, sous la palissade, là. Oui. Et les femmes avaient une espèce de rond qu'elles mettaient sur la tête. Elles mettaient la dourne sur la tête et puis elles montaient. Alors, elles avaient tout intérêt à se tenir droite pour pas échapper l'eau. Ce qui fait que ces femmes qui avaient l'habitude de porter sur la tête avaient un port de reine à la fin. La dernière que j'ai vue ici, c'est Élise, mais j'ai vu la grand-mère de Georges Freix, Françoise. C'était pareil, elle était vieille, hein. Eh ben, tu sais, elle se tenait droite comme un lit. Et elle portait toujours son panier sur la tête. La dernière gabarre que j'ai vue, parce que c'est en 1932, ils ont franchi le pas du roi, mais je ne sais pas si celui qui tournait le gouvernail n'était peut-être pas un fort dans la matière. Il n'a pas pu redresser la gabarre, ils sont allés s'écraser contre la berge en face. Et le bateau, à cette époque-là, on ne remontait pas les bateaux.
On vendait toute la cargaison de mérins ou de chalas à Libourne ou à Bordeaux, et puis... Voilà. Mais avant, incontestablement, les bateaux étaient remontés, puisqu'il y avait un chemin de halage. Les bateaux étaient remontés jusqu'à Beaulieu ou Argentat même. Les gabariers, c'était un drôle de métier quand même. Il y avait des risques, parce qu'ils ne pouvaient descendre sur la Dordogne que lorsque l'eau était haute. On disait que l'eau est marchande, parce qu'elle coulait à plein bord. Il y avait des digues, des peissières, qui étaient immergées. Donc il fallait qu'il y ait assez d'eau au-dessus pour que le bateau puisse passer. Parce que sous Louis XIV, il y avait un édit du roi qui obligeait les propriétaires de peissières à laisser un passage pour les bateaux. Ici, il en existait deux. Il y avait celui qu'on appelait le pas du roi, parce que c'était le roi qui l'avait, et l'autre c'était le passage pour les bateaux de pêche. Parce que le pas du roi, faisait 7 ou 8 mètres de large. Et alors, ça privait d'eau le moulin après. Ce qui fait que ce pas du roi, quand les gabarres étaient passés, on le fermait. On mettait des barres en travers avec des fagots de feuillage et les bateaux de pêche passaient par le petit passage. La dernière gabarre est descendue en 1932 et ils ont vendu les échalas à Carennac. Mon père en avait acheté 2 paquets, d'ailleurs, et il n'était pas le seul. Le premier pont avait été construit par les Dunoyer. Enfin, il ne l'avait pas construit eux-mêmes, mais il l'avait fait construire. Il était en bois et les câbles étaient en fil de fer. Seulement, les Dunoyer n'étaient pas quand même très riches non plus. Et le pont n'avait pas été éprouvé peut-être pour porter des poids trop lourds, ce qui fait qu'un jour, des charretiers, ils sont passés dessus avec des efforceaux, des trique-balles, et des billes qui étaient grosses, le pont a cassé. Tout est tombé en bas, les bœufs, les charretiers, etc. Et après, ils ont fait refaire un autre pont, métallique, avec le tapis en bois. Mais dessous, c'était des poutres métalliques. Et ça a duré, je ne me rappelle plus quelle année, ils l'ont vendu à l'administration. Mais l'administration avait acheté le pont. Mais il fallait payer un droit. Et il y avait une petite maison à la sortie du pont en allant sur Bétail, à droite, là, où il y avait un garde qui faisait payer le droit de passage. Parce que les Dunoyer étaient fermiers du droit de passage sur la Dordogne, fermiers de l'État. Ce qui fait que quand ils ont cessé d'être fermiers de l'État, il fallait bien que l'État continue de faire payer sa ferme. Et c'était un gardien qui avait là. Ma mère était allée à l'école avec la fille de ce gardien. Elle connaissait bien. Alors ensuite, en 1938, oui, 39, oui, c'est ça, en 1938, on a commencé de construire le pont actuel. La construction a duré pendant toute la guerre. Non, en 1900, il était terminé, mais pas éprouvé en 1940. Ce qui fait qu'on l'a éprouvé après. Enfin, la construction était pratiquement terminée en 1940. Alors, il y avait le moulin de l'Ermitage, là-bas, qui appartenait au Dunoyer. Il y avait le moulin du Bousquet et le moulin de Fouché. Alors, le moulin de Fouché appartenait à l'origine à un nommé Marcoux. Marcoux a vendu alors, ça a été exploité en société après. Il y avait plusieurs bourgeois de Carennac qui avaient acheté des parts de ce moulin. Mais la Dordogne changeant facilement de lit, à un moment donné, il s'est trouvé que ce moulin n'avait plus d'eau pour tourner. Alors, ils n'ont pas fait une excellente affaire, évidemment. Mais les 2 autres moulins ont continué de tourner jusqu'en 1930 et quelques.
Le moulin de l'Ermitage, je me rappelle très bien du dernier meunier, Chauffour. C'est un grand bonhomme, là, rouge de figure, et il sonnait du corps. Et au moulin de la Croix, le dernier que j'y ai vu, c'était un vieux qui faisait bien tourner un peu le moulin, mais enfin déjà la digue s'était rompue là-haut, et il n'avait plus assez d'eau, ce qui fait que le propriétaire est parti habiter dans la plaine. C'était un nommé Solou qui avait construit ce four. Solou qui faisait la chaux là-bas. Alors, c'était sûrement entre 1800 et 1850. Hein. D'accord. Parce que ma mère ne l'avait... Enfin, on connaissait le bonhomme, mais il faisait plus fonctionner son four. Et ce four, c'était... Parce que autrefois, quand on voulait faire une maison, on commandait la tuile et la chaux. La tuile, il y avait une tuilerie au-dessous du cimetière maintenant là. Les piles sont restées debout, je ne sais pas combien de temps, et même le bâtiment. Et il y en avait une autre dans la plaine là-bas. Mais il y en avait une autre avant, vers 1600 et quelques, au creux de Police. On dit creux de Police, mais c'était creux de Poulice, parce que le propriétaire de ce terrain s'appelait Poulice. C'était un maçon de Carennac. Ils étaient plusieurs frères. Il y en avait un qui était charpentier, l'autre maçon, et probablement un autre architecte, parce que j'ai vu un acte passer avec l'évêque de Limoges, de Tulle, pour Rocamadour. L'évêque parce que Rocamadour appartenait aux évêques de Tulle à un moment donné. Et oui, il y a le palais des évêques de Tulle à Rocamadour. Et alors, ça avait besoin de restauration, et ils avaient passé un contrat avec Poudis de Carennac, qui était, d'après le contrat, était maître maçon et architecte. Bon, à cette époque-là, quand on faisait la tuile, on n'avait pas de four pour cuire la tuile. On construisait un four avec des pierres. Et on faisait cuire la tuile à l'intérieur et on cuisait la pierre en même temps. Et évidemment, c'était pas de la chaux de très bonne qualité. Ce qui fait que on commandait la tuile et la chaux assez longtemps à l'avance parce qu'on mettait la pierre qui n'était pas très cuite. On faisait un trou dans la terre, on la mettait dans la terre, on l'arrosait et on la couvrait. Et on attendait qu'elle se délite. D'ailleurs, tu regarderas dans les vieilles maisons de Carennac, dans le mortier, il y a des grumeaux. Eh ben, c'est parce que la chaux n'était pas cuite, tu comprends? Ou pas assez. Voilà, alors, voilà comment on opérait. Alors, pour faire la tuile, ils avaient des espèces de moules carrés, mais la tuile ronde, ils embauchaient des femmes pour faire la tuile ronde. On leur coupait la terre, et elles façonnaient la tuile sur leurs cuisses, parce que les femmes avaient la réputation d'avoir les cuisses plus rondes que les hommes. les lavessières, Edmond et Louis. Leur mère, c'était une Marcoux. C'était Zilla. La pauvre femme, elle avait perdu la tête après, mais enfin, c'était une sœur de Ludovic Marcoux. Et de Marie Maury.